Bonjour et bienvenue dans ce cours de synthèse de wrap-up pour la préparation à l'examen de la certification PMP. Voilà, on va se baser ici sur la version 8 du PMBOK, The Project Management Body of Knowledge. Et ce cours de synthèse-là va avoir 8 chapitres, d'accord? Bien sûr, vous pouvez trouver ce cours-là dans, bien sûr, le companion, le Project Companion, dans la dans l'étape numéro 2, PMP Course. Juste, vous basculez sur la langue française et vous pouvez le trouver là-bas. D'accord? Tout d'abord, je vais juste commencer avec un petit aperçu sur l'état d'esprit de PMI dans le PMBOK 8, puisque PMI, déjà, elle bien identifié 3 dimensions sur lesquelles elle a basé l'état d'esprit. Et dans chaque dimension, il y a 2 principes. Alors, la première dimension, c'est la proactivité. Là, on parle de une vue holistique sur l'ensemble du projet. Voilà comment il est intégré dans tout un système de création de valeur et livraison de valeur. Et aussi comment intégrer la qualité, que ce soit dans les processus de travail, et surtout les processus de gestion de projet, les processus de développement, et aussi dans les livrables. Voilà, la création des livrables qui doivent être, les livrables doivent être convenables aux exigences. Voilà. La deuxième dimension, c'est l'appropriation. Voilà, puisque le leader, il est redevable dans sa façon, bien dans sa gestion du projet, et aussi le leader, il est supposé créer une culture de d'autonomisation. Voilà, chaque personne doit être autonome, responsabilisée pour qu'elle puisse bien gérer et effectuer son travail. Voilà. La troisième dimension, c'est bien sûr la valeur. Là, on parle de valeur comme axe prioritaire et aussi l'intégration de la durabilité dans tout le projet. Voilà. Tout d'abord, je vais commencer avec le premier chapitre qui est, je vais vous présenter l'examen de PMP, son déroulement, les types de questions, les exigences et tout. Voilà. Alors, tout d'abord, l'examen PMP il est basé sur ce qu'on appelle en anglais le ECO, Exam Content Outline, ou bien les grandes lignes du contenu d'examen 2026. Maintenant, dans le ECO 2026, on a 3 domaines, comme dans la version du 2021, mais les répartitions des questions elle est un peu différente. Voilà. Alors maintenant, on a 3 domaines. Le premier domaine, c'est l'environnement des affaires. C'est voilà, il représente 26% des questions de l'examen. Là, il y a 8 tâches. On va en parler après. Le deuxième domaine, c'est le domaine des personnes, avec 33% des questions. Et là, il y a 8 tâches. Et le troisième domaine, c'est le domaine des processus, avec 10 tâches, et il représente 41% des questions de l'examen. Bien sûr, les questions vont pas venir en ordre par domaine, mais voilà, il sera un mélange des questions dans l'examen. Pour le domaine de l'environnement des affaires, là, bien sûr, on parle principalement de comment aligner les projets sur les objectifs, sur la stratégie de l'organisation, être conforme, que ce soit aux réglementations, aux lois, aux normes, etc. Et bien sûr, être sûr que le projet, il donne de la valeur, il crée de la valeur, il atteint les résultats attendus. Voilà, ce sont les thèmes principaux de l'environnement des affaires. Pour le domaine des personnes, là, on parle des tâches à propos de tout ce qui est communication, gestion des conflits, le leadership, donner du pouvoir à l'équipe, engager les parties prenantes, les analyser, communiquer avec elles, etc. Et pour le troisième domaine, c'est le domaine des processus. Là, bien sûr, on parle des processus de gestion de projet, les domaines ou bien les domaines de performance. Voilà, aussi les outils, les techniques, comment choisir les bons outils, les bonnes techniques efficacement pour chaque situation. Suivre un flux de travail pour optimiser aussi, comment optimiser le flux de travail, éliminer le gaspillage, et bien choisir les méthodes de gestion de projet. Voilà, tout en s'adapter aux besoins du projet. Voilà. À peu près 40% des questions dans l'examen, c'est à propos de la gestion prédictive
de projet, et à peu près 60% des questions, c'est à propos de la gestion adaptative et hybride. Voilà, ensemble combiné. Malgré que quelques-uns de nos étudiants, ils ont dit que, bon, ils ont cru que 80% ou bien un peu plus des questions dans l'examen étaient à propos de la gestion adaptative et hybride, mais pas exactement, c'est toujours 40%, 60% à peu près dans l'examen. Voilà. Alors, comme je viens de dire tout à l'heure, l'examen il est basé sur la 8e édition du PMBOK 8. Voilà, c'est la version et la vision aussi la plus moderne de gestion de projet, puisque elle a fait un petit retour sur le design ou bien la présentation classique du PMBOK, mais avec une tendance moderne, avec une vision moderne basée sur les principes, les 6 principes, voilà, les domaines de performance, voilà, etc. Voilà, elle se focalise trop sur l'ajustement, l'adaptabilité comme avant. Elle donne plus d'importance à la gouvernance, aussi à la création et livraison de valeur. Ça, c'est très important dans la 8e édition, bien sûr, avec l'intégration de l'intelligence artificielle et autres pratiques qui sont très utiles dans le domaine de gestion de projet. Voilà. Alors, une vue d'ensemble sur le PMBOK, on a déjà parlé des 3 dimensions, voilà, la proactivité, l'appropriation et la valeur. Et il y a les 6 principes qu'on a vus tout à l'heure, la vie holistique, la valeur comme axe prioritaire, l'intégration de la qualité dans les processus et les livrables, le leader redevable, l'intégration et de la durabilité dans tous les domaines du projet et finalement la création de la culture de l'auto nomisation. Ça, voilà, les 3 dimensions, les 6 principes, et puis on a les domaines de performance, les 7 domaines de performance. On commence avec la gouvernance, puis le périmètre, l'échéancier, les finances, les parties prenantes, les ressources et les risques. Voilà. Comme chef de projet, eh bien comme leader, il suffit, voilà, de bien comprendre ces domaines de performance avec les principes, comment ils sont impliqués dans chaque domaine de performance et aussi dans les autres parties du projet pour bien comprendre l'état d'esprit de PMA. La page, ce tableau-là dans la page 114 du PMBOK 8, c'est la page la plus importante du tout le PMBOK, parce que ce tableau-là, il groupe tous les domaines de performance, les 7 domaines de performance, avec les domaines d'intérêt, ou bien comme on appelle en anglais les focus areas, les 5 focus areas du projet. On parle là de initiation, ou bien démarrage, la planification, l'exécution, le suivi et la maîtrise, et puis la clôture. Et tout ça nous donne un ensemble de 40 processus qui sont répartis sur les différents focus areas, et pour chaque domaine de performance, il y a un ensemble de processus je vais les résumer maintenant. Alors, la gouvernance que avant dans la 6e édition et la 5e aussi du PMBOK, on l'appelait l'intégration, la gestion d'intégration. Maintenant, on appelle ça la gouvernance du projet. Voilà. Déjà, on parle dès le démarrage du projet, on parle du lancement du projet. Qu'est-ce qu'on fait durant le lancement du projet? La création de la charte de projet, la réunion de lancement, etc. Puis dans la planification, c'est intégrer, aligner les plans du projet. Et quand on dit les plans du projet, là on parle du plan de gestion du périmètre, plan de gestion de l'échéancier, plan de gestion des finances, plan de gestion ou bien d'engagement des parties prenantes, plan de gestion des ressources et plan de gestion des risques. Alors tous ces 6 plans-là sont intégrés dans un grand plan de gestion du projet. Voilà. D'accord? Et puis, aussi, on a la planification de la stratégie d'approvisionnement. D'accord? C'est-à-dire d'où est-ce qu'on va s'approvisionner des ressources, ou d'où est-ce qu'on va acquérir les ressources, que ce soit des ressources humaines ou bien des ressources non humaines. Dans la phase d'exécution, voilà, alors on parle de la gestion de l'exécution du projet, gérer l'assurance de la qualité et aussi gérer les connaissances du projet. Sinon, en même temps, le chef de projet doit surveiller et maîtriser la performance du projet et aussi évaluer et mettre en œuvre ou bien gérer les changements du projet. Et à la fin, c'est clôturer le projet ou bien la phase du projet. Pour le périmètre,
Dans la planification, bien sûr, on n'a pas de processus dans le démarrage. C'est presque pour tous les domaines de connaissances, à part les parties prenantes, parce que c'est déjà couvert par le lancement du projet ici dans la gouvernance. Alors, dans la planification, il faut planifier comment on va gérer le périmètre. Il faut recueillir et analyser les exigences, définir le périmètre et puis développer la structure du périmètre, que ce soit le WBS ou autre. On n'a pas de processus dans l'exécution parce que c'est déjà couvert par la gestion d'exécution du projet, mais on fait le suivi du périmètre et, par l'équipe et la validation du périmètre par le client. D'accord? Pour l'échéancier, on planifie la gestion de comment on va gérer l'échéancier et aussi on élabore l'échéancier. Et l'exécution, on n'a pas de processus parce que comme je viens d'expliquer, c'est aussi couvert par l'exécution du projet. Mais voilà, on doit surveiller et maîtriser l'échéancier. Pour la finance, on va planifier comment on va gérer les finances, voilà, le financement aussi. On va estimer les coûts, on va élaborer le budget et on doit surveiller les finances. Pour les parties prenantes, dès qu'on commence le projet, nous devons identifier les parties prenantes du projet. On va planifier comment on va engager les parties prenantes et on doit planifier la gestion des communications avec les parties prenantes. Juste une petite remarque, les communications aussi s'appliquent sur les autres types de personnes, comme les ressources humaines, par exemple, qui font partie de l'équipe de projet. Alors, durant l'exécution, on va gérer l'engagement des parties prenantes et aussi on va gérer les communications avec elles. Et on doit surveiller les deux, que ce soit l'engagement ou bien les communications. Pour les ressources, que ce soit humaines ou non humaines, généralement on parle de ressources humaines ici, alors nous devons gérer, ou bien planifier comment on va gérer les ressources, on va estimer les ressources dont on a besoin dans le projet. Durant l'exécution, on va acquérir les ressources et on va diriger l'équipe. Voilà. Et on doit surveiller et maîtriser les ressources, surtout la performance, l'acquisition et tout. Pour les risques, durant la planification, on va planifier comment on va gérer les risques, on va identifier les risques, on va réaliser l'analyse des risques, bien analyser les risques et préparer les réponses aux risques. Durant l'exécution, on va mettre en œuvre les réponses aux risques qu'on a déjà préparés et planifiés ici, et on doit surveiller les risques pour être sûr que là on est au-dessus des risques, en cas où un risque change de probabilité ou bien d'impact. Voilà. Cette page 114, déjà, elle est aussi renforcée par cette page-là, numéro 13, dans ce cours de synthèse. Là, juste une vue d'ensemble sur le cycle de vie complet du projet. On parle du cycle de vie du projet, même du travail pré-projet et du travail post-projet. D'accord? Bon, 99% des questions dans l'examen PMP se reposent sur le cycle de vie du projet, que ce soit le cycle prédictif ou bien adaptatif. Mais aussi, il faut comprendre que avant de commencer le projet, il y a du travail à faire. C'est pas à faire par le chef de projet, mais le chef de projet doit être au courant, doit connaître quoi faire avant le projet. Là, on parle de l'analyse de rentabilisation ou bien l'étude du projet, ce qu'on appelle en anglais le business case, et aussi planifier les bénéfices à avoir, que ce soit durant le cycle de vie du projet ou bien à la fin du projet. D'accord? Dès que le business case est approuvé, là, on peut passer au projet avec les 5 phases du projet. Généralement, durant la phase d'initiation, le chef de projet va être affecté. Il va créer la charte de projet. Il va aussi mener la réunion de lancement. Il va identifier les parties prenantes, les sensibiliser à propos du projet. Puis, il va passer à la planification. Il va choisir l'approche de gestion de projet. Il va préparer le plan de gestion du projet. Il va, bien sûr, identifier les lignes de base, ce qu'on appelle en anglais les baselines, pour faire le suivi de la performance du projet par rapport aux lignes de base après. Puis, il va exécuter et suivre en même temps. Alors, il va acquérir l'équipe, l'équipe va travailler sur les activités du projet, ils vont construire le produit ou bien la solution, bien les livrables en général. D'accord? Et le chef de projet doit faire le suivi du travail pour prendre, si nécessaire, des actions préventives ou bien correctives ou bien faire des changements en poursuivant le processus de changement. Et quand le travail est terminé, généralement, là, le chef de projet va passer à la clôture correcte, bien la clôture administrative correcte du projet.
il va documenter les leçons apprises, il va dissoudre l'équipe et il va faire la transition des livrables au client. D'accord? Ce cycle-là, ce cycle de vie de projet, il peut être prédictif, comme je viens de l'expliquer, ou bien même il peut être agile, adaptatif, et on va voir après comment on gère le projet d'une manière adaptative. Pour l'hybride, c'est le mélange du prédictif et de l'adaptatif en même temps. Parfois, dans quelques types de projets, il y a un travail post-projet à faire, mais le chef de projet n'est pas impliqué, parce que le chef de projet, il s'assure que les livrables sont livrés au client ou bien à la partie qui a demandé le projet. Là, dans le travail post-projet, parfois il y a ce qu'on appelle la maintenance ou bien l'exploitation du produit, etc., pour continuer la réalisation des bénéfices. Alors, en tant que chef de projet, tu dois voilà, s'assurer que les livrables sont livrés et aussi le plan de gestion des bénéfices pour que l'équipe qui va continuer avec le travail post-projet, elle va aussi assurer la réalisation des bénéfices même après la terminaison du projet. Voilà. Alors, pour les types de questions dans l'examen PMP, PMI, dans son nouvelle ICO 2026, elle a présenté 8 types de questions. Voilà, généralement les questions, elles sont mises en situation. Elles sont basées sur les connaissances. Il n'y a pas des questions euh, théoriques, bien de définition. Elles sont généralement basées sur des scénarios. Dans plus que de la moitié de la question dans l'examen PMP, il y a des problèmes à résoudre, des décisions à prendre, après analyse, bien sûr, après analyse des options proposées. Il y a aussi des questions qui se reposent sur l'interprétation des données, ou bien il y a des questions qui sont strictement basées sur les processus. Voilà. Alors, dans l'examen PMP, bien sûr, on a 180 questions durant 240 minutes. Et chaque candidat il a le droit à 2 pauses de 10 minutes chacune. La première pause, c'est après à peu près 10 questions. Bien, officiellement, PMI, elle a dit que c'est après la section de l'étude de cas. Bon, dès que les candidats commencent l'examen, bon, c'est d'après le retour des candidats qui ont pris l'examen durant le mois de juillet 2026 et début août 2026. Alors, il y a 2 études de cas, chaque étude de cas avec 5 questions, puis une pause de 10 minutes. Et là, après la pause, les candidats ne peuvent plus voir les questions des études de cas. Puis, à peu près 85 questions, questions, voilà. Puis, une deuxième pause de 10 minutes. Et après la pause, le candidat ne peut plus revenir aux questions précédentes, puis 85 questions à peu près, et à la fin, la soumission d'examen. D'accord? Et parfois, dans les dernières questions, PMI peut même faire retour à quelques questions des études de cas, comme les candidats nous ont dit. D'accord? Alors, c'est 240 en total. Les 240 minutes ne comprennent pas les 2 pauses de 10 minutes. Alors, le tour en tout, c'est 260 minutes, je crois. Ou bien 70 à peu près, si on compte aussi les 10 premières minutes avant le commencement de l'examen. Voilà, ça c'est pour les pauses durant l'examen. Pour les types de questions, il y a des études de cas comme je viens de dire, il y a ce qu'on appelle les questions de glissage, questions basées sur les graphiques, ça c'est trop aussi dans l'examen. Les choix multiples avec réponse unique ou bien choix multiples avec réponse multiple, voilà. Il y a des questions là où je vous demande de cliquer sur un point ou bien une zone, l'appariement, voilà, et la liste déroulante. Voilà. Pour tous ces types de questions, on les a déjà dans le companion, alors vous pouvez les pratiquer. Mais généralement, c'est pas difficile de répondre aux questions dans l'examen. Hein. C'est pas difficile du tout. Hein. Alors, généralement, pour des questions qui soient choix multiples avec une seule réponse correcte ou bien plusieurs réponses correctes, vous devez apprendre comment diviser la question en 3 parties. La première partie, c'est la situation que la question décrit, d'accord? Puis la deuxième partie, c'est la question elle-même. Puis la troisième partie, c'est les choix. Généralement, si vous arrivez à vers ça,
Alors, dans la première partie, vous devez essayer de comprendre le contexte, c'est-à-dire, est-ce qu'on parle d'un projet en cascade, c'est-à-dire prédictif, ou bien agile, ou bien hybride. Euh, Aussi, est-ce que ça parle de l'environnement, du domaine d'environnement, des affaires, ou bien des personnes, ou bien des processus. Et aussi, vous devez essayer de trouver le mot-clé. Est-ce qu'il y a un mot-clé à signaler, ou bien un mot-clé précis à faire attention. Voilà, qui va vous aider après à trouver la bonne réponse. D'accord? Pour la partie question, vous devez comprendre le type de la question. On va voir ça, ou bien vous avez plus de détails à propos de ça dans une autre diapositive. Est-ce que c'était question affirmative? Est-ce que c'était question négative? Est-ce que la question vous demande quoi faire, ou bien quoi faire en premier, ou bien quoi faire ensuite, ou bien en dernier, etc. Et aussi parfois, la partie question, elle peut contenir un mot-clé. Peut-être, parfois. D'accord? Pour la troisième partie, c'est les choix. Bon, dans l'examen le nouvel examen 2026, bon, les fausses réponses sont pas aussi évidentes comme avant. C'est-à-dire, les réponses maintenant, elles sont un peu plus proches. Et il faut essayer de bien analyser, de bien comprendre où trouver bien comment trouver la bonne réponse. Euh, Bien sûr, vous pouvez essayer d'éliminer les mauvaises réponses en utilisant les techniques d'élimination. On va les voir après. Mais généralement, il faut aussi savoir comment choisir la bonne réponse, qui est généralement une réponse qui se repose sur une solution proactive, ou bien essayer de traiter la cause profonde d'un problème, ou bien essayer de savoir qui vient en premier dans le cycle de gestion de projet, etc. Euh, Généralement, les questions dans la nouvelle version de l'examen PMP 2026, elles vous poussent à interpréter les situations. Alors, il faut savoir comment lire le vrai problème, essayer de vraiment comprendre que devons-nous faire en premier ou bien ensuite, essayer toujours de comprendre ou bien de trouver les causes racines du problème. Euh, Toujours penser valeur, penser alignement avec la stratégie de l'entreprise, quel résultat obtenir de cette situation. Tenez compte des parties prenantes, collaborer avec elles, communiquer avec elles, l'engager. Il faut faire une très bonne distinction entre les faits et les hypothèses. Voilà. Parce que vous devez répondre en vous posant sur ce que la question donne, mais pas sur ce que vous imaginez, hein. Aussi, il faut éliminer les réactions extrêmes. Bon, on va en parler après. Et toujours être professionnel, être proactif, être efficace dans le choix de la réponse. D'accord? Alors, vous devez toujours trouver l'action la plus efficace qui vraiment résout le problème ou bien qui donne de la valeur. D'accord? Mais surtout, ne vous paniquez pas. D'accord? Parce que parfois, dans l'examen, vous pouvez rencontrer deux ou bien trois questions successives qui sont très dures, très difficiles, parfois peu familières, mais ne laissez pas ces à peu près 20% des questions vous faire perdre la concentration, parce que là, il y a plus que 80% des questions que vous pouvez répondre à elles facilement. Bien sûr, si vous adoptez l'état d'esprit de PMI, bien sûr, si vous appliquez ce que vous avez appris dans la formation. D'accord? Alors, ce qu'il faut faire bien, ce que nous recommandons comme comportement, c'est toujours de rester calme, maîtriser votre stress, surtout concentrez-vous sur l'aspect positif de l'examen, être optimiste. Bien sûr, vous pouvez utiliser les techniques d'élimination, la logique, les connaissances, et surtout faites confiance à ce que vous avez appris. Hein, d'accord? Il ne faut pas réagir en panique. Il ne faut pas trop réfléchir aux 20% de questions qui sont trop difficiles, c'est juste ces 20%, parce que généralement le taux de succès dans l'examen c'est à peu près le 65%, d'accord? Euh, la panique, elle peut vous faire perdre du temps, même de la concentration, et perdre
sur la majorité des questions. Alors juste soyez optimiste et restez concentré. Après la fin de la formation de 35 heures, généralement, on recommande un plan de préparation de, bon, l'idéal, c'est de 3 semaines. Vous pouvez préparer ou bien réviser en une période plus courte ou bien plus longue, ça dépend, hein. Alors juste vous basculez sur l'étape 3 dans le companion et vous précisez votre plan de préparation adéquat et là ça va vous aider beaucoup, hein. Alors généralement pour un plan de préparation de 3 semaines, nous recommandons que dans la première semaine vous essayez de revoyer les vidéos du cours, d'accord, et prendre note, voilà. Bon là il manque euh, voilà, juste, je corrige ça, peut-être, voilà, prendre des notes, voilà, et essayer de répondre aux 12 quizzes de 25 questions chacun dans le campagne, voilà. Bon, chaque chapitre dans le campagne, il a plus qu'un quiz, mais au moins essayer de prendre les quiz de 25 questions au moins. Puis dans la deuxième semaine, on recommande de regarder les séances de RAPAP, sur le RAPAP là, comprendre l'état d'esprit de PMI, aussi les astuces et les conseils de PMI, voilà que nous mettons à la fin de chaque chapitre comme résumé, et aussi mémoriser la page 114, ce tableau avec tous les processus et les techniques d'élimination. Voilà. Ça, vous devez le faire durant la deuxième semaine. La troisième semaine, voilà, durant la troisième semaine, tout d'abord, nous recommandons de prendre des vacances durant la troisième semaine. C'est pour passer au moins 4 examens complets dans le compagnie. Ça, c'est le minimum. Et aussi de pratiquer la gestion du temps, la gestion du stress, parce que ce sont les deux grandes raisons d'échec auprès des candidats qui n'ont pas réussi l'examen dans leur première tentative. Alors, à peu près 85% de nos étudiants ont obtenu leur certification PMP en suivant ce plan-là. D'accord? Voilà. Aussi, avant le jour J, nous recommandons de garder un bon rythme détendu, juste réviser vos notes personnelles, ne pas faire des examens à blanc avant le jour J, voilà, de l'examen, dormez suffisamment et tout ira bien. Durant l'examen, pour mieux gérer votre temps, comme je viens de vous expliquer tout à l'heure, vous aurez 180 questions dans à peu près 4 heures, c'est-à-dire 240 minutes, voilà. Alors, vous aurez à peu près 1 minute 20 secondes pour chaque question. Généralement, je ne recommande pas d'utiliser la traduction, puisque si vous allez passer l'examen français, vous aurez automatiquement la traduction, vous aurez automatiquement la traduction en anglais pour chaque question. N'essayez pas de lire chaque question en français et en anglais en même temps parce que ça va vous faire perdre du temps. Juste vraiment pour les questions les plus difficiles, vous essayez, peut-être vous pouvez essayer de lire la traduction en anglais. Alors, sur 60 questions, n'essayez pas de traduire plus que 3 questions pour ne pas perdre du temps. La même chose pour le marquage. N'essayez pas ne marquez pas plus que 3 questions sur 60 pour ne pas perdre du temps. C'est quoi le marquage? Vous marquez une question et à la fin juste avant la pause, le software de l'examen, il va vous demander si vous voulez réviser vos réponses. Alors là, vous pouvez trouver les questions que vous avez marquées, mais n'essayez pas de marquer trop de questions parce que vous n'aurez pas assez de temps pour les relire et répondre à ces questions-là de nouveau. Surtout dans la troisième partie de l'examen où vous serez peut-être un peu plus fatigué. Alors, peut-être vous n'aurez pas assez d'énergie ou bien de temps pour réviser les questions que vous avez marquées. D'accord? Mais généralement, si vous voulez gérer votre stress durant l'examen, nous recommandons d'appliquer une technique très simple qui s'appelle 15 par 15. C'est après chaque 15 questions, essayer de fermer les yeux, de respirer profondément pendant 15 secondes. Ça peut vous énergiser, voilà, donner une nouvelle énergie et vous aider à vous concentrer plus. D'accord? Alors, passons aux conseils et astuces généraux.
d'accord? Généralement, le PMA recommande d'agir, de prendre une action dans un projet, mais une fois que vous disposez des données complètes et exactes dans le projet, d'accord? C'est pourquoi, généralement, les réponses là où vous cherchez de l'information, vous analysez, vous organisez une réunion pour mieux comprendre la situation. Généralement, ce sont les bonnes réponses. On ne choisit la réponse de mettre à jour un registre comme le registre des parties prenantes ou bien un journal comme le journal des problèmes. Juste si la question nous demande généralement que nous devons faire de suite, mais si la question nous demande quoi faire, généralement nous cherchons une solution plus efficace que de documenter le problème ou bien le risque. D'accord? Le chef de projet doit toujours appliquer intégralement la solution appropriée, éviter les raccourcis, les solutions partielles. Alors, il doit toujours être plus efficace. Il doit aussi affronter les problèmes, il ne doit pas les éviter. Généralement, pour résoudre un problème, nous devons commencer par l'analyse, l'évaluation de la cause racine. Tu peux bien sûr impliquer l'équipe, examiner que ce soit les documents, les plans et tout, puis prendre une action pour la correction. D'accord? Il faut négliger aucune étape, aucun processus, aucune documentation. Aussi, il faut éviter les mesures extrêmes telles que blocage des paiements, recruter de nouveaux membres au cours du projet, parce que ça va nous générer plus de coûts. Recours à des consultants aussi, c'est pour la même raison, il faut éviter ça. Et bien l'arrêt du projet pour des raisons mineures, d'accord? Aussi, éviter de prendre des décisions hâtives sans une analyse approfondie. Voilà. Ne modifiez pas l'approche du projet, de gestion du projet, tout simplement parce que l'équipe n'en a pas connaissance. Alors, il faut fournir de la formation à l'équipe pour apprendre comment gérer le projet avec cette approche-là. Évitez les réponses qui contiennent les mots comme doit, on doit, immédiatement, seulement, voilà. Aussi, il ne faut pas refuser les demandes du client. Il faut toujours analyser ce que le client demande, puis donner du feedback, bien donner de l'analyse. Voilà. Aussi, il ne faut pas mettre en œuvre des changements sans approbation. L'escalade, que ce soit au sponsor ou bien au comité de pilotage, c'est toujours le dernier recours. Ok, et après l'escalade, tu attends les instructions. Lorsque vous répondez aux questions, basez-vous sur les informations disponibles dans le texte et ne faites pas des suppositions. Voilà. Voici généralement les 4 types de questions les plus fréquentées dans l'examen. Si la question vous demande quoi faire, il faut adopter la ligne de conduite appropriée, la plus efficace. Si elle vous demande quoi faire en premier, bien ensuite, généralement, la réponse va être examiner un document, examiner un plan, analyser une situation, recueillir des informations, déterminer l'impact, la cause profonde, communiquer directement avec que ce soit l'équipe ou bien la partie prenante. Si la question vous demande qu'aurait le chef de projet dû faire, généralement on cherche une action efficace mais dans le passé. Ou bien, et si la question vous demande que le chef de projet ne doit pas faire, bien, n'aurait pas dû faire, là on parle de l'action la moins efficace, d'accord? L'action à éviter, voilà. Et voici les techniques d'élimination, les 10 techniques d'élimination. Il faut pas choisir une réponse qui contient des termes, bien des mots comme ne rien faire, ignorer, décider plus tard, attendre et voir. Non, on ne choisit pas telle réponse. Ou bien faire appliquer, bon, on parle d'obliger, imposer, mandater. Il faut éviter ça. Aussi, on ne fait pas du licenciement, ou bien remplacer un membre d'équipe, ou bien libérer un membre d'équipe, ou bien faire fin au contrat d'un membre d'équipe ou bien d'un fournisseur. Il faut éviter ça. D'accord? Aussi, il ne faut pas demander à l'équipe de faire des heures supplémentaires. On doit aussi éviter de tenter de convaincre une autorité supérieure, comme le sponsor, le PMO, le comité de pilotage, ou bien imposer la clôture du projet, ou bien essayer d'imposer notre propre point de vue au client. D'accord? Aussi, on évite de prendre des actions passives. Il faut aussi éviter les solutions faciles. Il faut aussi éviter de déléguer les problèmes au lieu d'agir. D'accord? Aussi, il faut éviter les solutions qui augmentent les coûts. Surtout, recruter d'autres ressources ou bien acquérir d'autres ressources au milieu du projet. Et aussi, il faut éviter l'escaladation, mais ce sera toujours le dernier recours. Voilà.